Bonjour, bonjour, la nouvelle rubrique des Love. Sisters. Et je suis toujours accompagnée de Souki et Sylvie. Bonjour. Oh, synchro. Nous avons comme invité les premières invitées, parce que ce sont des filles. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici dans l'Assemblée. C'est Céline et Delphine. Sylvie. Alors, bonjour Vous avez vu Céline. Céline Delphine. Ça Rien fait à beaucoup, voir. hein. Alors, bonjour Céline, bonjour Delphine. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes les organisatrices de la première édition du concours C'est de la danse. C'est un concours de danse classique, moderne jazz et contemporain qui a eu lieu, je crois, le mois dernier et qui a été une réussite, on peut le dire. Hein. Oui, on peut le dire. Alors, présentez-vous et dites-moi pourquoi vous avez créé ce concours. Alors donc on est deux amis au départ, passionnés de danse, et on a créé ce concours, c'est venu au fur et à mesure. En fait, on a deux enfants qui participent à des concours de danse. Vous avez des filles danseuses. Exactement, une fille et puis un fils qui font de la danse. La fille de Delphine qui en fait un petit peu plus que mon fils et qui avait déjà fait des concours de danse. Oui. Et il y a déjà des concours de danse qui existent à travers la France. Voilà, c'est pour ça pourquoi un nouveau. Et qui sont de très bonne qualité. Et donc, on venait vraiment, nous, en bienveillance par rapport aux concours existants. Les deux dimensions peut-être un petit peu nouvelles qu'on essaye d'apporter en toute modestie, parce qu'on n'est pas des professionnels de la danse, on est des passionnés. C'est déjà justement qu'on n'est pas une école de danse. Et ça, souvent, dans les concours, il y a une école de danse qui est derrière. Qui organise. Et on se dit toujours, il y a une préférence, il y a peut-être un peu de magouille parce que ce sont ses élèves. Exactement, suppose, il peut y avoir ça, effectivement. Donc nous, voilà, on venait en complémentarité et du coup avec cette notion d'impartialité totale, effectivement. Et puis la deuxième notion qui nous semblait intéressante, c'est que souvent dans les concours de danse aujourd'hui, comme tu le disais, c'est par discipline. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le classique, le contemporain, le jazz, le hip-hop, mais tout est assez cloisonné. Oui. Et or, aujourd'hui, dans le monde de la danse, tous les professionnels peuvent le dire, aujourd'hui, on doit toucher à tout quand on est un danseur, notamment quand on est un grand professionnel dans les compagnies. Oui. Donc, c'est vrai que c'est souvent le classique, qui est quand même la base de la danse, mais on s'ouvre très vite au contemporain, au jazz, au hip-hop, etc. Et donc, du coup, ça nous semblait intéressant, pour les plus grands, en tout cas, pas pour les plus petits, mais leur demander justement de s'exprimer dans plusieurs disciplines de la danse. Et donc, du coup, on leur demande de présenter deux disciplines. Voilà. On avait ce choix de décloisonner vraiment le monde de la danse et puis de pouvoir proposer ça aux candidats. Je suppose que c'est difficile d'être au même niveau dans les deux disciplines. Une danseuse classique est peut-être pas moins bonne en jazz ou en contemporain. Je pense qu'elles ont une prédilection, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que selon leurs affinités personnelles, selon la danse par laquelle elles ont commencé, et à la fois, du coup, chaque discipline permet vraiment d'exprimer des choses très différentes. Et donc, du coup, c'est l'intérêt aussi d'un concours, c'est de pouvoir montrer ses compétences. Et puis, on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail après, mais nous, on avait vraiment ce souhait de mettre de trois disciplines académiques, que sont le classique, le jazz et le contemporain, vraiment sur un pied d'égalité. Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une discipline mise plus en avant qu'une autre. On est vraiment dans cette notion d'ouverture et de décloisonnement. C'est ça l'idée. D'accord. Et à qui ça s'adresse, ce concours ? Pour les enfants, donc, on a proposé un concours qui va de 8 ans à 22 ans. D'accord. Donc, c'est un concours qui est ouvert à ces enfants. Donc, la particularité, comme le disait Céline, c'est que pour les 8-13 ans, donc, chaque enfant fait le choix soit de prendre une seule danse classique ou moderne jazz, par exemple, soit si la personne le souhaite et a envie de se challenger un petit peu sur ces deux disciplines, le candidat peut prendre les deux disciplines. Nous, on pousse un petit peu à ça pour que chacun puisse bien préparer et s'exprimer dans des deux disciplines, même si les niveaux sont, je te rejoins Sylvie, parfois différents. Et à partir de 14 ans, en revanche, là, le candidat a l'obligation de présenter les deux disciplines, toujours dans cette idée de pouvoir exprimer des choses différentes, soit très techniques, soit très artistiques. Et donc, à partir de 14 ans, donc, les enfants présentent les deux disciplines, ce qui a eu plutôt un bon accueil. Oui, parce que ça n'existe pas dans les autres. C'est un concept qui est assez novateur. On le pousse assez fortement parce que c'est vrai, quand on discute avec les danseurs et les professeurs,
et les directeurs de compagnie et les jurys, c'est vraiment nécessaire d'être un petit peu complet. Oui, puis ça peut en bloquer au concours parce que bien souvent, à partir d'un certain âge, je pense que les élèves tournent en jazz ou en contemporain parce que classique, c'est les pointes et tout, ça voilà, ça fait peur. Et donc, c'est vrai que certaines, bon, c'est qu'elles doivent, si elles font ce concours, c'est qu'elles ont un certain niveau, quoi. Il est vrai que le niveau reste, du coup, ça pousse un petit peu vers le haut au niveau du niveau du concours. Aussi important, c'est qu'on veut rester un concours à taille humaine, donc on a mis des notions de bienveillance et de restriction, j'allais dire, de nombre de candidats, parce qu'on veut vraiment que le concours soit dans le partage des passions. Donc on veut que les enfants voient différentes notions de danse, on veut qu'ils aient le temps de débriefer avec le jury, donc ça c'était quelque chose de novateur également. On avait un très très beau jury, il y avait on y viendra après, oui. Et donc, ils ont pu débriefer avec les jurys dans l'idée toujours d'aller chercher le progrès. Qu'est-ce qu'il faut travailler, pas travailler, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans l'expression artistique, ce genre de choses. Donc ça fait aussi le côté novateur du concours. Et également, on l'a voulu absolument sur Montpellier. Oui, justement. Montpellier. Oui, j'allais y venir. Parce que comment vous avez fait pour vous y prendre? Parce qu'il faut trouver le jury, la salle. Enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de choses à penser pour arriver à organiser un tel événement. Alors effectivement, donc on a commencé il y a 2 ans à peu près. Oui, parce que si on veut aussi qu'il soit crédible, il faut une salle adéquate. Alors tu fais pas ça dans la salle polyvalente, quoi. Alors, notre premier défi, effectivement, ça a été de trouver une salle adaptée. Voilà. D'accord. Oui. Donc on a visité toutes les salles qui nous apparaissaient adaptées à notre concept sur Montpellier. Ensuite, on a dû faire des choix à la fois financiers, peut-être. Financiers, bien évidemment. Voilà. Et donc, on a trouvé dans l'espace du Chiasma, donc ça s'est passé au Chiasma à Castelnau, un espace complètement adapté. Alors, adapté pourquoi? Parce qu'il y avait une très belle scène, avec une jauge de spectateurs suffisante pour pouvoir accueillir, bien sûr, l'ensemble des familles, des parents, des jurys, etc. Également un espace, une loge, on va dire, une immense loge, très appréciée par les candidats pour pouvoir s'échauffer, etc. Donc ça, c'est important. Et aussi de la convivialité pour les parents, les familles, les professeurs, parce que ce sont des journées qui sont très, très longues. Et donc, il fallait aussi de la convivialité sur les espaces un peu plus ouverts au public. Donc, c'est vrai que le Chiasma a répondu à tout ça, à ces attentes, etc. Donc, ça a été le plus gros travail sur la recherche de la salle. Et le jury, comment aussi? Parce que, comme tu disais, c'était un très beau jury. Oui, c'était un beau jury. Et c'est vrai que nous, ça a été notre stress, un petit peu, en tant qu'organisatrice au départ, parce que, comme on l'avait dit avec Delphine, on n'est pas du tout issu du milieu de la danse, on n'est pas professeur, et on n'avait pas de réseau, entre guillemets. Voilà, comme on dit souvent, il faut avoir un réseau, etc. Nous, on n'avait pas de réseau. Donc, on est parti vraiment... comme ça, et on s'est dit, on a vraiment envie d'avoir un jury de professionnels, ça c'était sûr, puisque c'est aussi la légitimité du concours. Nous-mêmes n'étant pas professionnels, il fallait que le jury soit au top, entre guillemets. Que ce soit pas la copine à côté, pour que ce soit crédible. Voilà, pour que ce soit crédible. D'avoir cette notion d'interdiscipline entre les jurys, c'est-à-dire pas avoir que des jurys très issus du classique, ou voilà, on voulait vraiment avoir à la fois des jurys classiques, mais aussi contemporains, jazz, etc. Donc ça, c'était notre souhait. Et du coup, on a poussé les portes, on a appelé, parce que grâce à Internet, grâce au réseau, finalement, on arrive assez facilement maintenant à pouvoir contacter. Oui, parce qu'il y avait des danseurs de l'opéra, des étoiles. Alors comment on fait quand allô Comment comme ça, comme tu dis. Oui, comme ça. Comme ça. Allô, comme ça. Il y a juste eu un contact qu'on a eu par Astrid, d'Esprit Danse. Voilà. Mais sinon, effectivement, ça a été allô, comme ça. Et ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Et en fait, c'est super. Enfin, dans le monde de la danse, on a vraiment eu cette sensation que quand on était passionné, quand on avait envie de monter des projets, et finalement les professionnels nous suivaient. Et c'était le cas des professeurs, ça a été le cas des candidats. Oui, parce que c'était un projet sérieux. Voilà. Ouais, parce que c'était un projet sérieux, un peu nouveau, et puis parce qu'il y avait justement de l'envie, de la passion, et de transmettre, et de faire partager, et de donner accès aux candidats à des belles conditions, un beau jury, dans la convivialité. Et que finalement, ça résonne. Est-ce qu'il y a une autre édition de prévue? Vous avez déjà une date? Bien évidemment. J'espère. Alors nous avons
On a souhait bien sûr de faire une deuxième édition. Elle sera normalement dans la même salle, dans le même espace, pour que tout le monde puisse en profiter une deuxième fois. On attend la date officielle. Ce sera de toute façon, on espère, en décembre, pour que les enfants puissent quand même avoir après quelques vacances. Donc ce sera le temps de travailler, voilà, et le temps de travailler également leurs variations. Juste, si je peux rajouter quelque chose, on a dans le souhait du concours, on a fait un gala de clôture. Oui. Je ne sais pas si tu voulais en parler, Sylvie, par rapport à ça. Si on a le temps. C'était juste pour le préciser, pour remercier bien sûr les compagnies qui sont venues. Ce sont des compagnies juniors. Il y avait l'atelier de danse adaptée, le Jeune Ballet de Montpellier de l'Hérault et le NID d'Anne-Marie Porras. Donc c'était toujours pour montrer aux enfants qu'il y avait beaucoup de diversité dans la danse et que c'était bien de partager la passion de chacun lors de cet événement. Voilà. Eh bien, c'est super. Et on espère être là à la prochaine édition. Voilà. Merci beaucoup. Juste savoir le minimum, le maximum d'élèves, c'est tout, que vous prenez. De compétiteurs. C'est pas une école. Ouais, le maximum, on s'est dit, de candidats sur le concours, ce sera 120 candidats pour l'édition 2. Voilà, avec ce souhait de rester dans une petite dimension. Et là, vous étiez conviviale. à combien? Là, on avait 80 candidats. 80 pour une première édition. Pour une première édition, c'était déjà bien. 120 le maximum. Voilà, 120 donc, pour l'édition 2. Comment on fait? Il faut vite s'inscrire dès que il faudra les papiers vite s'inscrire quand ce sera ouvert. Voilà. Mais on tiendra au courant Lobsister. Voilà. Merci à vous. Céline. Nous allons passer maintenant à Souki, son invité, Louis. Louis, c'est ça. C'est oui. rigolo, hein. Coucou, ça te fait rire, Louis. On va lui demander pourquoi. Pourquoi, Louis? Alors déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ma chérie. Dis-nous, d'où vient donc ton nom d'artiste, Louis? Il n'y a même pas trop d'histoire à Louis, en fait. C'est une amie qui m'appelait comme ça quand j'étais plus jeune. Mon vrai prénom étant Léa. Et dans le dessin, avoir un nom d'artiste qui s'appelle Léa, il y en a beaucoup. Ouais. Donc il fallait que je trouve un autre nom pour me démarquer. Et je trouvais que Louis, c'était sympa. Donc j'ai gardé ça depuis très longtemps. Et c'est resté. Voilà. On a la petite histoire. Donc dis-moi, Louis, que fais-tu dans la vie au départ? Alors au tout départ, j'étais illustratrice. Du coup, fait une école? J'ai fait une école, j'ai fait 6 ans d'école, j'ai une licence de dessinateur praticien et un master 1 en édition multimédia. Et j'étais à Lyon. Ah, encore une tête? Ouais, une tête de dessin, ça va. Ouais, mais quand même, hein, les études sérieuses. Et j'étais à Lyon, j'ai fini mes études. Et en fait, l'illustration, c'est un domaine qui est quand même assez compliqué. Parce qu'il y a des mois où ça fonctionne, d'autres pas du tout. Et du coup, c'est assez bouché. Et on n'a pas, par exemple, comme les musiciens, on ne peut pas être intermittent. Donc, on ne peut pas avoir un revenu qui peut être fixe à côté de ça. Et c'est un peu compliqué. Et je ne voulais pas non plus prendre un boulot alimentaire parce que, justement, j'ai fait 6 ans d'études et que le but étant, justement, de ne pas finir caissière en mi-temps. Et toujours été passionnée de tatouage. Et du coup, ça, c'est un peu venu tout seul, un peu à moi. Voilà, donc en fait, elle a commencé par le dessin, le graphisme, d'illustration. Et puis maintenant, elle est tatoueuse. C'est ça. Et elle a son vrai propre style. Vous pouvez voir quelques petites grimages sur son bras, qu'on voit très très bien d'ailleurs. Oui. Elle a un style qui est complètement décalé. Et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. Je trouvais que son style, il sort un petit peu des normes. Et est-ce que tu peux nous dire d'où vient ton style en fait? Je pense que j'ai commencé à développer ce style-là. L'école que j'ai fait, en fait, c'était vraiment une école où on apprend le dessin. Donc, c'était vraiment des choses très réalistes. Et en fait, moi, j'y arrivais pas du tout. Voilà. Et donc, du coup, parce que t'aimes pas ça, en fait. Ouais. Je pense, et même vraiment, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un œil plus alerte sur certains trucs. Oui, et moi, je connais des dessinateurs qui sont plus peintres que dessinateurs. Voilà, par Des exemple. peintres des dessinateurs, par contre, qui ne savent faire que du dessin et pas de la peinture. C'est ça. Et moi, le réalisme, c'était quelque chose de très dur pour moi. Et du coup, il a fallu que je trouve, en fait, en me basant sur justement sur les bases du dessin, une autre façon de dessiner que de façon réaliste. Comment donc, tu qualifies ton style? Alors, c'est toujours un peu compliqué de définir son style, je trouve. Généralement, les gens disent que je fais quelque chose d'assez enfantin, mais malaisant. D'accord. Alors, moi, j'aurais dit plutôt qu'il y a des tatouages dans ce qu'on appelle le tatouage simpliste, où il y a très peu de traits, mais par contre, tes textures sont très travaillées. Oui, je travaille beaucoup les motifs.
Voilà. Donc tout ce qui est, tu peux montrer ton petit oiseau que j'aime bien d'ailleurs, oui, voilà. Avec un imprimé presque girafe, on remarque, et des grandes pattes très longues. En train de cicatriser un peu. Oui, voilà, je fais beaucoup. Quand je vais prendre des animaux, que je vais les redessiner, je vais en effet les dessiner de façon très, très simpliste, mais en rajoutant toujours quelque chose un peu. Mais c'est toi qui te fais toute seule ou non, pas cela. Là, j'ai la chance d'avoir un collègue de travail qui accepte de me tatouer mes propres dessins, donc très sympa. Et du coup, ça se rend plus vite. Et non, parce que de la main droite sur moi-même, ça serait un peu. Voilà. Par contre, ma jambe entièrement est faite parce qu'il a bien fallu que je m'entraîne sur quelqu'un. Et généralement, le mieux, c'est. Tu n'as pas testé une peau de cochon? Non, ça va. J'ai de la chance de ne m'être pas trop ratée. Non, ça va. Qu'est-ce que tu pourrais dire à l'heure actuelle que t'apportent tes collègues de travail que d'autres artistes n'auraient peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui commencent tout seuls, ça on le sait, et qui sont refusés dans les salons. Ouais, énormément. Qu'est-ce qui, toi, par exemple, t'a permis d'y arriver, et qu'est-ce que tes collègues t'apportent clairement Moi, déjà, j'ai eu vraiment une chance incroyable de pouvoir trouver un apprentissage très vite. Ils recherchaient quelqu'un, je me suis proposée, ils m'ont pris. Donc ça déjà c'est une chance parce qu'avant ça j'avais postulé dans beaucoup d'autres salons. C'est un milieu qui est très fermé parce qu'en fait beaucoup de gens maintenant veulent faire ça parce que c'est à la mode et que ça marche bien. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aussi ne savent pas dessiner qui veulent faire ça. Et donc du coup ils refusent. T'avais un petit avantage dans le fait que tu sais dessiner. Ouais, c'est ça déjà. Mais malgré ça suffisait pas, c'est tellement bouché et en fait il y a de plus en plus de tatoueurs. Je crois qu'au tout début à Montpellier il y a 5-6 ans il y avait que je sais pas, je dirais 6-7 shops. Maintenant, il y en a plus d'une vingtaine. Donc en fait, même les gens qui auraient la possibilité de prendre un apprenti le font pas parce qu'eux-mêmes doivent trouver suffisamment de clients pour eux, en fait. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et donc moi, j'ai vraiment eu la chance de tomber donc, sur Mandy, donc la personne avec qui je travaille. Donc, on cite le shop ? Ah oui, à Graffiti, place de Comédie, du coup. Et j'ai vraiment la chance parce que donc elle m'a prise tout de suite. Elle a vraiment été super avec moi. Elle m'a appris, et jamais en étant dure, toujours en essayant de voir le côté positif des choses. Elle a un côté pédagogue. Incroyable. Et donc j'ai vraiment de la chance. Et du coup, elle m'a dit que c'était bon, je pouvais continuer avec elle. Tu veux lui passer un petit message ? Oui. Merci beaucoup, Mandy. Voilà, comme ça, c'est officialisé. Voilà. Et j'ai 1 an à peu près. 1 an à peu près. Non, j'ai commencé en août. En fait, quand j'étais encore à Lyon, je tatouais donc dans mon salon, sur mon canapé. Pas bien. Non, pas du tout, ne faites pas ça. C'est pas bien du tout, non. Mais bon, faut bien commencer quelque part, donc voilà. Et en fait, oui, non, j'ai été prise en août, donc c'est depuis août que je bosse là-bas. Et là, je vais lancer mon statut en février, du coup, voilà. Ça va être Sachant officiel. que tu es quelqu'un d'assez engagé, puisque tu es bénévole dans une asso, on ne dira pas le nom aujourd'hui, viendront nous parler d'eux. Très bien, je dirai leur nom alors. Non, on va dire coucou Mama Sound. Ouais. Donc tu as quand même posé tes baskets parce que tu es venue d'un autre département, tu as été bénévole dans une asso. Ce qui t'a permis aussi un petit peu carrément de aidé. rencontrer des gens. C'est grâce à Mama Sound que j'ai pu trouver justement cet apprentissage-là. Ça a permis de connaître des gens nouveaux et de pouvoir avancer dans tes projets. Je voulais savoir quels sont tes projets pour cette année. Qu'aimerais-tu faire alors, donc, toujours développer le tatouage. Donc, ça commence un peu à marcher, mais j'aimerais bien pouvoir faire des guests, donc, c'est-à-dire bosser dans d'autres salons un peu partout en France. Passe le message. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un, il n'y a pas de souci, je suis là. Et en même temps, je continue toujours mon illustration, parce que c'est quand même mon vrai métier, entre guillemets, mon vrai métier à la base, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et en plus, tu ne peux pas faire la même chose sur la peau que sur du papier. On est d'accord. Et du coup, en parallèle, j'ai toujours mon collectif d'illustratrices, où on est 4 filles. Ils sont un peu basés un peu partout en France maintenant parce qu'on s'est connus à l'école et maintenant tout le monde est un peu à droite à gauche. Qui s'appelle le collectif Acide Rose. Acide Rose. Voilà. Et avec une des filles de mon collectif, on a un projet de bouquin, donc un recueil d'illustrations sur le thème du passage de l'enfance à l'âge adulte. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet parallèle à côté que j'aurai et sûrement peut-être une BD, mais ça, c'est d'autres choses encore. Une BD. Les infos à suivre sur Instagram. Ouais. Sur Louis. Donne ton Instagram. Louis tiré d'en bas. Illustration, si vous voulez me suivre. Louis Illustration. Après, Louis, L-O-U-I. Oui. 2 L-E, facile. Vous allez la trouver. Vous verrez ces petits dessins très originaux, vous inquiétez pas. Fouillez bien, vous allez trouver votre bonheur. J'ai un autre message pour toi. Oui. Je te souhaite une belle aventure dans ça, parce que gentil. je trouve que tu es très douée. Merci beaucoup. Et accroche-toi bien. Oui. On va regarder quelques dessins, et puis voilà, merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. De rien.
allons passer maintenant à la rubrique des chouchous de Mimi. Et mon chouchou aujourd'hui est Néa. Bonjour. Bonjour. On l'a déjà eu sur le plateau il y a quelques mois, oui. Je crois. Donc Néa est un chanteur affirmé, bien affirmé d'ailleurs, je dirais. Et tu peux me dire un petit peu tes projets, puisqu'on a déjà un peu su beaucoup de toi par le passé, mais tu peux le dire rapidement si tu veux. Oui, donc en fait, je suis issu, à la base, je suis chanteur, j'ai commencé dans les cabarets parisiens, où j'ai démarré avec beaucoup d'artistes, comiques et chanteurs, donc du Jardin, Salomon, un petit peu tout le monde. Et moi, j'étais chanteur, comique. Et donc après, j'ai fait tout le classique des chanteurs. On va dire, j'ai chanté dans des pianos-bars, restaurants, clubs de vacances, club med, compagnie, bon, enfin tout ça. École. Oui, voilà, j'ai fait beaucoup de scènes, on va dire. Devant des fois 5 personnes et des fois devant 500 personnes. Des soirées alimentaires et d'autres, non ? Il y a des soirées très longues et des soirées... Il faut se dire alimentaire. Où on nous disait tu dois mettre le feu, mais il y avait 3 personnes. Okay. Ça arrive à tout le monde, hein, tous les artistes, ça leur arrive. Si tu as fait ça, tu peux tout faire, je crois. Ouais, à partir de là, t'es armé. Donc voilà, et puis après, donc les clubs de vacances, compagnie. Et puis après, j'en ai eu marre et j'ai voulu faire mes propres chansons. Parce qu'à force de chanter les chansons des autres, forcément, on commence à en avoir un petit peu marre. Et puis, tu es auteur, compositeur, maintenant, oui, je suis auteur, compositeur, interprète. Mais bon, c'est pas évident aussi de se créer un style, parce qu'en fait, on est baigné dans tellement de musique que c'est compliqué, en fait. Je chantais aussi bien du Stevie Wonder que du Mike Brandt. Donc après, pour se situer à créer des chansons qu'on aime, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé du coup, j'ai plusieurs styles aussi. Et donc, celui qui marche bien pour moi, c'est le latino. Donc, je me réfère à ça. Je continue sur le latino. Et donc, voilà. Donc, les projets sont que... donc, il y a beaucoup de concerts qui sont prévus pour 2020. Et ça commence par Paris. Hein, donc, je suis originaire de Paris à la base. Et oui, je crois que tu as été très... fonceur, hein, dans les concerts que tu prépares, là, les salles, etc. Écoute, ouais. C'est vrai que je il y a des fois, il a l'air très fonceur. Là, quand on l'écoute, c'est-à-dire que je suis fonceur pas par choix forcément. Des fois, on a envie de, mais en fait, quand on a envie de gérer les choses, on le donne à gérer à d'autres qui le font beaucoup moins rapidement que toi, tu as envie. Ça traîne. Donc, en fait, tu dis... C'est pas fait comme on veut. Jamais assez vite. Et puis, que parfois on parle de ça. C'est pas si bien fait que ça, finalement. On se dit, finalement, j'ai eu plus de retours, moi, que... voilà, ça, c'est avec mes labels, tout ça, c'est pareil. C'est une question d'implication, je pense, aussi, d'engagement personnel, en fait, dans ton travail. Je dirais une chose, c'est quand même... Pour toi, c'est facile, peut-être, mais c'est difficile de se vendre. Très difficile. Ouais, mais pour se vendre, il faut se vendre déjà, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas à se vendre, mais ils ne se vendent pas, tout simplement. Donc déjà, il faut se vendre, il faut se mettre en avant pour donner envie. Donc à partir de là, voilà. Donc j'avais un label, j'avais tout ce qu'il fallait, hein, mais en fait, ça allait tellement doucement. Et quand il me disait quelque chose, je disais, mais je le sais, je suis déjà en contact avec cette personne. Donc j'allais plus vite que lui, donc je me suis dit, mais en fait, il me sert à quoi? Donc en fait, j'ai dit, allez hop, ça c'est basé. Donc je vais tout faire moi-même. Et du coup, je me suis lancé en objectif pour 2020, suite à cette année qui est assez spéciale. Bon, enfin, on va dire que je l'aurais à Paris. Déjà. Voilà, une salle à Paris, un concert à Paris, évidemment. Donc j'ai trouvé les salles, vraiment tout. Tu l'as déjà. J'ai tout bloqué. C'est quoi? Alors en fait, c'est le Théâtre Apollo à Paris qui est à République, qui est à la République. Et bon, c'est une grande salle, une moyenne salle. Enfin, c'est vraiment une salle. 400 à peu près. C'est une jolie salle. Voilà, c'est une jolie salle. Bon, je me suis dit, je vais pas m'enflopper, je vais pas prendre des zéniths tout de suite. Je suis fou, mais je suis à moitié fou, je suis pas fou complet. Sinon, je serais pas là. Mais c'est bien. Voilà, je suis pas complètement fou encore, donc je vais prendre des salles moyennes, mais je vais faire plusieurs endroits. Et ton deuxième endroit, c'est toujours 2020, hein, d'ailleurs. De mémoire, ouais, c'est tous les. Je commence en mai et je finis en juillet, donc pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines. La nouvelle salle sera. Après Paris. À Paris, je crois que c'est de mémoire, c'est Avignon où il y a Nice, il y a Toulon, il y a Saint-Raphaël.
Ouais, il y a un petit peu. Oui. Ouais, ah oui, t'es là. La petite tournée française. Voilà, c'est une petite tournée avec des petites salles correctes. Et comment ça se passe? Donc, tu prends tes musiciens avec toi? Alors voilà, donc musiciens, la régie, alors c'est pour ça que j'ai pris des théâtres qui ont déjà l'habitude. Comme ça, il y a tout sur place. C'est déjà beaucoup moins compliqué. Et donc, je viens juste avec les musiciens. Et voilà. Et comment ça se passe au niveau de la billetterie? Alors la billetterie, je l'ai donnée en gérance à la FNAC et compagnie qui gère ça avec Auchan, Carrefour, toute la clique. Oui, ça c'est bien. Donc on peut trouver partout. On tape mon nom, concert, donc il y aura, voilà, c'est très 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 facile de le trouver. Ouais. Donc là, tu es chanteur avec tes musiciens. Est-ce que tu as des personnes qui dansent un peu avec toi ou non? Non. Non, c'est vraiment de la musique pure, il n'y a pas de danseurs. Ce sera pour le Zénith. Ouais, ce sera pour l'Arena. Ouais. Et bon, ça, c'est tes projets qui sont très gros d'ailleurs. Hein. Et donc, on va te réinviter pour certaines salles qui sont intéressantes. Hein. Oui, si je reviens, ce sera bon signe. Si je reviens pas, c'est que... Par exemple, ça veut dire que tu as fait un total, mais non. Et sur Montpellier, non talent. Alors, sur Montpellier, c'est là que j'ai eu le plus de galères à trouver une salle. Ah oui? Et tu as trouvé? C'est pas étonnant. Non. Toutes les salles, ça a été super vite, rapide. Ah ouais. Montpellier, je me suis cassé dans le casque. J'ai essayé, c'était complet 2020. J'ai tout essayé, toutes les salles. Le Rockstar, c'était debout. 1 an et demi de blocage. C'est dur debout, le Rockstar. C'est dur. Moi, debout, voilà, c'est pas du hard rock, quoi. Donc, c'est un public que ça s'adresse à. J'ai envie que les gens aient la possibilité de se lever ou pas. Donc, du coup. J'ai pas trouvé de salle. On va faire une petite coupure. On va regarder un petit peu ton style. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vous intéresser pour pouvoir continuer à parler comme ça. Au moins, on peut parler. Ça marche. Les yeux ont vu. On peut parler des filles. Hein, ouais. Mais on veut bien écouter aussi. Hein, ensuite, je dis, on peut parler ensuite. Has ido sin pensar, tu olor se ha quedado. Yo hago el que sonríe, es el invierno en mi corazón. Así que te espero, el tiempo que necesitas. Tengo ganas ahora para volver a probar tus labios. Estás en mi vida, eres mi corazón, eres mi estrella. No te puedo volar de mí, estás siempre aquí, cerca de mí, cerca de mí. Así que te espero, el tiempo que necesitas. Tengo ganas ahora para volver a probar tus labios. Y todos cantan. Hay que creerlo. No lo crean más. Te esperaría. Si quieres que vuelva, tienes que cambiar mucho. Te sigo amando, pero me pides demasiado. Eres una chica frágil. Necesitas novedad. Quieres cambiar de isla, bailar en la arena caliente. Así que te espero, el tiempo que necesitas. Tengo ganas ahora para volver a probar tus labios. Solo me puedo disculpar. Son palabras
No puedo vivir sin ti. Es demasiado tarde. No es fácil, sabes, pero tengo esperanza en mí. Escucho tu canción preferida, la que siempre cantábamos. Me da ideas para escribir algunas palabras como un amante. Hay que creerlo. No lo creas más. Te esperaría. Así que te espero. El tiempo que necesitas. Tengo ganas ahora para volver a probar tus labios. Así que te espero. Te esperé. Super clip. Oui, c'était super. Super clip. Vraiment, ça Très belle m'étonnerait voix. que tu ne vendes pas les billets. Je viendrai, moi. Tu vas faire salle pleine, ça c'est certain. Et donc, pour le mot de la fin, est-ce que tu pourrais aussi encore parler un petit peu de toi? On a un petit peu de temps là. Bah écoute, non, c'est déjà pas mal. Donc, non, je peux pas te sortir que je vais faire une tournée aux États-Unis après. Non, je sais pas encore. On sait jamais. Oui, j'espère, surtout que c'est espagnol, latino. Si, que donc- tu cherches une salle peut-être. Ouais, je cherche Voilà. une salle à Montpellier, une ville où j'habite quand même, donc ce serait pas mal d'y être. Donc ouais, c'est vrai que Montpellier, j'ai pas trouvé. Peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai moins trouvé à Montpellier qu'ailleurs. Peut-être que tu as moins cherché. Hein. Non, pourtant, j'ai Il y a cherché beaucoup d'artistes franchement. à Montpellier. hein. Non, j'ai contacté beaucoup de salles. Avis ouais. aux invités, hein, si vous entendez avis parler aux d'une salle, salles. vous nous faites signe. Voilà. Nélia, Après- c'est un plaisir de te recevoir. On peut te joindre, bien entendu, sur les réseaux. Est-ce que tu Ouais. as un site? Alors, sur tous les réseaux sociaux, forcément. Donc, Neya sur Facebook, Instagram, compagnie, vraiment tout. Comment on Chaîne écrit chaîne YouTube. Comment on l'écrit, Neya? N-E-Y-K. Voilà. Et Bon, c'est pas pour moi, mais. Nélia, tu as un site ou pas? Non, il n'y a pas de site encore. Donc, sur tes réseaux, il va y avoir tes Oui, il y a dates, tout, il va y tout, avoir ouais. les endroits. Ouais. Donc, si quelqu'un craque pour Nélia après avoir vu son clip, n'hésitez pas à réserver une place, 2 places. Pas deux, hein, 3 une. places. Ou à lui mettre à disposition une super salle. Voilà. Merci Néa, c'est fait un plaisir de te Merci à recevoir et on espère te recevoir cet été. Et maintenant, nous allons passer à nouveau à Sylvie avec une invitée qui s'appelle Marie-Fleur. Et qui- Bonjour. 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 Alors Marie, tu es écrivaine et C'est ça. artiste équestre. C'est ça, oui. Eh bien, raconte-nous ton parcours. Eh ben, ça a été tout bête, hein. Comme au début, j'ai voulu faire comme ma grande sœur, en fait, qui s'était inscrite à des cours de danse. Oui. Encore une donc, danseuse. voilà. On est dans le monde de voilà, ça mène à tout. J'ai suivi, voilà. Donc, mes parents, j'aurais fait, bon, je veux faire comme ma grande sœur, voilà. Donc, elle m'a inscrite pour des cours de danse. Et parallèlement, bah, j'avais l'école, en fait, à côté. Donc, j'y allais à pied, voilà. Donc, j'y ai passé plusieurs années. Oui. Donc, il faut savoir aussi que à l'école, je vivais pas très bien. Donc, j'étais contente d'avoir des activités. Donc, je dansais, je faisais aussi du cheval. Parce que je savais pas quoi faire. Niveau passion, j'aimais tout. Hein. J'aimais la danse, j'aimais les chevaux. Voilà, donc je mêlais plusieurs activités. Et par la suite, j'ai dû arrêter la danse parce que je suis partie au lycée agricole. Je suis partie en Aveyron pour mes études. Oui. Donc, j'ai arrêté la danse classique. Et j'ai absolument tout arrêté, mes cours de cheval, etc. Et j'ai commencé le cheval en Aveyron, en fait. Le but, c'était de devenir monitrice d'équitation, au début. T'as recommencé, tu veux dire? T'as recommencé. Voilà, j'ai recommencé l'équitation, mais au lycée, en fait. Sauf que je n'allais pas très bien, parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire au primaire, au collège et au lycée. Donc ça m'a suivi toute ma vie, en fait. Ça a commencé violemment en primaire, ça m'a suivi au collège, parce que mes harceleurs me suivaient. Oui, quand on est Voilà, commissaire, et après ça suit. Je exactement. Crois, Et malheureusement, quand je suis partie au lycée, ça m'a aussi poursuivie parce qu'il y a une personne qui a suivi et qui a fait de moi la tête de Turc et donc tout le monde a suivi. Quoi. Ça a été une véritable catastrophe. Un cauchemar. Un cauchemar. J'ai posé une main courante et au lieu que ça aille mieux après, j'avais des représailles. Quoi. Voilà, c'est ce genre de choses qui ne se calment pas comme ça. Quoi. C'est très difficile. Donc, les chevaux et la danse m'ont beaucoup aidé, oui, c'est sûr. Bon, j'avais plus la danse, mais j'avais au moins les chevaux. Et suite à ce harcèlement scolaire, j'ai eu une maladie, en fait.
J'ai une épilepsie partielle qui s'est déclenchée et j'ai vécu 10 ans sans savoir ce que j'avais. Donc, t'imagines que 10 ans, c'est très long. Et c'est le harcèlement qui t'a provoqué la maladie? Exactement, oui, exactement. Donc, évidemment, sans compter les crises d'angoisse. Des phases de stress, des phases de stress intenses, ça déclenche des mauvaises choses. Exactement, donc j'ai des moments extrêmement violents. Je sais que... Mais la chose, c'est que je ne mettais pas de mots sur ce que je vivais, en fait. Je ne parlais pas de harcèlement scolaire à l'époque. Pour moi, c'est moi qui ai un problème, quoi. Donc les gens s'en prennent à moi parce que je suis différente. C'est récurrent, le harcelé se sent souvent mal plus que le harceleur. Il croit que c'est de sa faute, qu'il a fait une bêtise ou quelque chose, et c'est toujours mea culpa. Alors que... Et donc le problème, c'est qu'à la base, j'avais déjà un handicap. Je suis dyspraxique visio-spatiale, donc c'est... Dyspraxique visio-spatiale. C'est quoi? Vas-y, en fait, explique-nous. C'est un trouble de la motricité. En fait, c'est un trouble de l'apprentissage. Et donc j'étais en retard. Et c'est pour ça que tu avais tout le monde qui... Voilà, c'est ça. J'ai eu des débiles, j'ai eu pas mal de choses, des autistes, des mots vraiment très sympathiques. Voilà. Et comme j'étais de nature très gentille, je ne me défendais pas, je me disais, ils sont bêtes, sur toi je passe à autre chose. Et voilà. Tu t'en rendais malade après. Voilà, exactement. Et ça ne s'est jamais arrêté. Donc voilà, à chaque fois, chaque année, je me disais, ça va passer. Je vais me construire une sorte de masque, tel une artiste en fait, et je vais faire comme si tout allait bien, et les gens vont m'accepter plus. Donc dans ma tête, c'était je vais montrer quelqu'un de sympathique qui va vers les gens, mais j'étais pas du tout comme ça. J'étais timide moi à la base. Donc voilà, ça m'a suivi très longtemps. Et donc au lycée, ça a fini à la gendarmerie, etc. Donc, c'est allé bien loin. Voilà, et mes problèmes de santé ont augmenté. C'est-à-dire que là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit maintenant, il faut trouver ce que j'ai, quoi. C'est pas possible. Je pouvais même plus sceller un cheval tranquille. Dès que je scellais un cheval, j'allais pas bien. Tu faisais des crises. Je faisais des crises à tire-larigot. C'était impossible, quoi. J'avais même des copines qui me le scellaient. J'étais tellement paralysée avant de monter à cheval que j'étais à côté de lui et j'étais là, incapable de monter sur le cheval. Et heureusement, les chevaux m'ont énormément aidée. Donc, ils ont réagi à chacune de mes crises. Il y a des chevaux qui m'ont permis de m'accrocher à leurs jambes et ne plus bouger alors que d'habitude ils bougeaient, des chevaux qui refusaient d'aller au galop parce qu'ils sentaient que j'étais pas assez bien pour tenir, des chevaux qui ont fait leur parcours tout seuls en sachant très bien qu'ils avaient un poids mort sur le dos, des chevaux qui... L'accompagnement, mais ça prouve aussi quand même... Ça prouve une battante. L'intelligence du cheval, des animaux. Mais le sien aussi, c'est-à-dire le cheval, il est réceptif, mais il faut être bon déjà de base. Il faut avoir un grand cœur, il faut être quelqu'un de gentil. Sinon, le cheval, il te vire direct. J'ai eu la chance d'avoir des chevaux qui ressentaient ça, parce que c'est comme les humains, il y en a qui ne réagissent pas. Il y en a qui, au contraire, font pas attention du tout. Et il y en a qui sont très empathiques. Et donc, c'est ce qui t'a poussé à écrire par la suite? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai arrêté les études après le bac parce que j'avais tellement peur que ça reprenne que je me suis dit, j'arrête les études. C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et donc, je me suis retrouvée au chômage et j'ai repris tout le harcèlement scolaire dans la tête. C'est-à-dire que j'avais tellement pas mis de mots là-dessus que j'ai fini en dépression. Donc, je ne suis pas sortie de chez moi pendant 3 ans, à peu près. Et j'aimais déjà écrire. C'est-à-dire que quand j'ai été victime de harcèlement scolaire, j'écrivais beaucoup. Parce que ça me vidait la tête, etc. Mais je jetais absolument tout à chaque fois. Je me disais, il ne faut pas qu'il tombe dessus, on ne sait jamais. Voilà, j'étais un peu... Et donc, c'est toi qui étais en tort encore. Voilà, c'est ça. C'est pas après, tu as eu un super parcours, donc tu as écrit. Et c'est pas plus mal, il vaut mieux se débarrasser quand c'est comme ça que de garder. Comment s'appelle ton livre? Alors, oui, du coup, pendant ces années de dépression, voilà, c'était en 2014, donc on peut le voir, ton livre. J'ai sorti Les chevaux m'ont sauvé la vie. En noir et blanc, voilà. Il y a un noir et blanc, elle est jolie, la pochette. Avec des couleurs. Là, il est en noir et blanc. À l'intérieur, il y a des couleurs, un petit peu, des photos, etc. Et je raconte simplement ce que les chevaux ont fait pour moi, en fait, pendant que j'étais en crise. Donc, j'ai relaté toutes les expériences parce que certaines personnes ne me croyaient pas. Je me suis dit, vous allez voir. Mais comment tu as découvert que c'était l'épilepsie? Alors ça a été par plusieurs choses. C'est vrai que je suis passée par énormément de choses. Au début, je pensais que c'était des crises d'angoisse, des crises de panique, etc. Et puis, en fait, je ne savais pas que c'était l'épilepsie parce qu'en fait, le problème, c'est que je ne suis pas épilepsie totale.
Je ne tombe pas dans les pommes, je ne tremble pas, voilà. Tu n'as pas tous les symptômes. J'ai pas tous les symptômes. Mais il y a la rigidité, les moments de crispation totale. En fait, moi, je suis épileptique partielle, donc c'est-à-dire que suivant l'intensité de la crise, soit c'est juste j'ai un peu la tête qui tourne, soit je me paralyse totalement en étant consciente. Donc en fait, je ne peux plus parler. Voilà. Je connais. Oui. Et tes projets Et mes projets. Donc du coup, suite à ce bouquin, j'ai écrit un autre bouquin. Voilà. Donc 2 bouquins. Voilà, 2 bouquins, qui est une sorte de suite, parce que suite à mon réveil, je me suis dit, mince, il me manque une partie de mon histoire. Donc j'ai écrit un second livre. Je cherche une maison d'édition actuellement. Oui. Donc à vie, si vous, voilà. vous voulez un livre, voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est très difficile de se faire un nom là-dedans quand on n'est pas auteur connu et reconnu. Voilà. Déjà de pouvoir le sortir, c'est bien. Et évidemment, maintenant, j'ai la chance d'avoir mes propres chevaux. Oui. Voilà. Et ma jument qui s'appelle Falanda, qui est une lusitanienne. Et un petit dernier, qui est un cheval miniature américain, qui s'appelle Hiro de la Luna, et avec lequel j'ai les projets de faire du spectacle équestre. Donc voilà. Et ma jument qui a pris la place donc de ce que je dis souvent d'équin thérapeute. Il y a déjà des vidéos qu'on peut voir. Oui, il y a déjà des vidéos. Et si on veut acheter tes livres, comment on s'y prend ? Pour celui-ci qui a été écrit en auto-édition, on peut passer par moi. On me trouve facilement sur YouTube, Fleur d'Opale. Voilà. Donc si vous voulez passer voir ma chaîne, voilà. Et le premier le premier, Les chevaux m'ont sauvé la vie. Vous tapez sur Internet, vous trouverez facilement mon adresse mail. Donc je le dis, marie.bourg@yahoo.fr. Voilà. Voilà. On te remercie. Et puis faut qu'on dise aussi que on est obligé de te reprendre une deuxième fois. Donc Sylvie, tu devras la réinviter parce qu'elle a encore plein de choses à dire. C'est quelqu'un qui bien qu'elle nous parle du spectacle équestre. Pas de soucis. Malheureusement, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas assez de temps pour approfondir. Vraiment, très rapidement, on te reprend parce qu'il y a plein de choses encore qui suivent. Et cherchez Fleur d'Opale, c'est ça ? Fleur d'Opale. Cherchez bien. Fleur d'Opale, on te fait un gros bisou. Gros bisous. On te fait un bisou aussi. Et je vous dis à bientôt. Nous sommes en direct avec le bowling de la Pompignade. Et nous allons bientôt revenir, peut-être même tous ensemble. Parce que ce serait marrant. On est devenus des amis, c'est sûr. Voilà. Et on vous dit bye bye les loves. Sisters. Bye.